Bonsoir les lectrices et les lecteurs. Bienvenue aux Parisiens. Bonsoir Joël Dicker. Bonsoir Sandrine, bonsoir à tous. Merci d'être là. C'est très étrange de se retrouver ensemble. Ça faisait longtemps, hein? Très heureux aussi. Ça fait très longtemps. Ouais. Trop longtemps. Et bonsoir Bernard Lehu de RTL. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux aussi de vous retrouver. Oui, peut-être, pourquoi pas à distance et en présence de Joël, évidemment. Donc, on est là ce soir parce que dans une semaine, très exactement en France, sort un livre très, très, très attendu, l'affaire Alaska Sanders. Et donc, on est là pour parler de ce livre, de son auteur qui est venu de Genève exprès pour répondre à ces questions, à vos questions, et de faire un petit point sur la vie et l'œuvre, parce que si je ne me trompe pas, cette année, c'est vos 10 ans d'écrivain et votre baptême d'éditeur. Donc je vais laisser la parole à Bernard qui va un peu vous présenter l'auteur, en espérant que vous allez quand même apprendre des choses, parce qu'a priori vous êtes tous des fans et on va essayer quand même. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est un exercice obligé de présenter l'auteur? Je pense que puisque vous êtes ici ce soir, vous êtes tous des lectrices, des lecteurs fidèles de Joël. Mais je pense qu'il faut commencer en insistant sur le fait que ce livre, l'affaire Alaska Sanders, c'est un double événement. D'abord, et ça vous le savez sans doute déjà, parce qu'il s'agit de la suite de la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et puis, comme Sandrine l'a souligné, c'est le premier livre que vous éditez, donc vous-même, Joël Dicker, puisque vous avez créé votre maison d'édition Rosie et Wolf. Alors peut-être un mot très rapide sur le pitch, comme on dit, de l'affaire Alaska Sanders. D'ailleurs, tiens, un petit exercice. Quel pitch vous feriez vous-même, l'auteur Joël Dicker, de votre livre, en disant le moins possible, évidemment, pour ne pas trop divulgacher, comme disent nos amis québécois? C'est dur. Non, je ne sais pas si on entend. Pas encore. Est-ce que le micro est ouvert? Voilà. Le micro n'était pas ouvert, tout simplement. Alors la cérémonie est officiellement ouverte. Merci Bernard. Difficile de faire un pitch comme ça, mais d'en dire pas trop, mais quand même un peu. C'est un livre qui commence en 2010, en début de l'année 2010. On quitte, pour ceux qui l'ont lu, on quitte Harry Kéber, Marcus dans La Vérité. On les quitte à l'automne 2009 quand Marcus Goldman s'apprête à faire paraître son roman La Vérité sur l'affaire Harry Kéber, dans lequel il raconte toute son enquête. Et ce livre-là commence quelques mois après. Le livre est paru. Le livre rencontre un succès très important. Marcus est devenu très ami avec Perry Gallowwood, le policier de l'enquête. Et conséquence inattendue du succès de son livre, Perry Gallowwood, qui est dans le livre évidemment et qui est désormais connu de tous les lecteurs du livre, reçoit une lettre anonyme dans laquelle on lui fait part d'un nouvel éclairage, de nouveaux éléments sur une enquête qu'il a menée 11 ans plus tôt, l'enquête sur le meurtre d'une jeune femme dans une petite ville du New Hampshire. Cette jeune femme s'appelle Alaska Sanders. Et Perry va se rendre compte, et Marcus avec lui, que l'enquête n'était peut-être pas ce qu'il pensait, que le bouclement de l'enquête en 99 n'était peut-être pas le bon. Et ils vont les deux retourner dans cette petite ville pour relancer cette enquête. Cette petite ville qui est dans le New Hampshire et qui s'appelle Mount Pleasant. Mount Pleasant, et qui n'est pas avec aussi l'accent plaisante qu'elle peut en donner l'impression. Alors, je dois dire que la première chose, et je crois qu'elle nous a frappés tous les deux, Sandrine aussi, parce qu'on a un peu échangé pour préparer cette présentation devant vos lecteurs, c'est la façon dont sans arrêt on se déplace entre les époques. J'ai compté, je crois qu'en années simplement, parce qu'après il y a les dates, mais il y a en temporalité, le récit, l'intrigue se disperse sur 13 années différentes. Mais tout ça avec une maîtrise et des allers-retours permanents et pourtant une fluidité incroyable. On suit cette histoire, on n'est jamais perdu. On passe de 1999 à 2010, on repart en 1900, enfin j'ai noté 1988, 95.
Comment, ça me fascine toujours avec vous, Joël, comment vous arrivez vous-même à ne pas vous perdre dans ces allers-retours permanents dans le temps et au fil de votre intrigue. Expliquez-nous ce mystère. C'est une question des patte. lecteurs. Je ne sais pas, oui. Nous on a eu pas mal de questions en amont, mais effectivement ça peut être un premier thème qu'on aborde, la méthode Joël Dicker. Alors est-ce que vous avez des plans ? Est-ce que vous avez un cahier ? Alors, je ne sais pas si Valérie Losti, excusez-moi si j'écorche son nom, est dans la salle. Mais c'est comment travaillez-vous ? Il y a aussi Karine Roulin qui sait comment construisez-vous les scénarios à partir de faits divers ? Alors, dites-nous tout. Non, alors, plusieurs éléments. Le premier plan ou la première règle que je me fixe, c'est qu'il n'y a pas de plan, justement, et que je ne me fixe pas de plan. Parce que le plan, c'est l'enfermement. Pour moi, hein, je précise aussi que comme écrire un livre ne répond à aucun code, à aucun savoir-faire, à aucune norme particulière établie, chacun peut découvrir et chacun qui a envie de se mettre à écrire un livre décidera de ce qui lui convient et de ce qui lui plaît, surtout. Parce que c'est ça le moteur. Et c'est ce que j'essaie souvent de dire et de rappeler, c'est que quand je commence un livre et que je me mets à écrire un livre, je ne me dis pas « je vais écrire 600 pages, ça va me prendre 2 ans et demi, je vais travailler 10 heures par jour, 6 jours par semaine, ce serait impossible, c'est trop ». C'est pas ça le moteur. C'est pas le moteur de me dire « je vais faire un livre parce qu'il m'en faut un ». Je peux pas me dire « je vais faire un succès parce que le succès, qu'est-ce que c'est ?» Le succès n'existe pas vraiment, il ne se prépare pas vraiment, il a lieu grâce à vous, grâce aux lecteurs, grâce aux libraires, grâce aux journalistes, grâce à la conjoncture aussi. Hein, on peut avoir un livre très bon, des libraires très enthousiastes, des lecteurs prêts, puis il peut se passer des événements, une pandémie par exemple, où les librairies sont toutes fermées, donc on ne maîtrise rien. Moi, je ne maîtrise rien. La seule chose que je maîtrise, c'est mon plaisir. Et le plaisir, c'est pour moi le vrai élément qui va me guider, c'est le vrai élément qui va m'emmener à travers cette histoire, et c'est la règle que je me fixe quand je commence ce livre. Donc je me dis, j'aimerais l'idée de faire une suite à Harry Kéber ou de faire cette trilogie dont je parle, et je précise juste ça avant de répondre, c'est une idée qui naît quand j'écris Harry Kéber en 2009. J'ai avant ça écrit 5 romans qui ont tous été superbement refusés par tous les éditeurs. Et donc un roman refusé, 2e roman refusé, 3e roman refusé, 4e roman refusé, 5e roman refusé. Et 6e roman, je me dis, bon, là c'est probablement le dernier, parce qu'il faut que j'arrête. À un moment donné, basta, quoi. Et je me mets à écrire ce livre pour lequel je m'affranchis de beaucoup de règles que je m'étais fixées pour les précédents. Et une des règles desquelles je m'affranchis, je me pose plus de questions. J'écris un livre qui se passe aux États-Unis, ce qui me demande de surmonter une difficulté que j'avais, c'est de me dire, mais attends, comment on écrit un livre ? J'écris en français, un livre qui se passe aux États-Unis, donc le livre se passe en anglais. Donc c'est pas possible si j'écris en français. Donc je vais imaginer que les personnages sont francophones. Et je commence dans Harry Kéber, la première version du livre commence par 50 pages où j'explique comment tous ces gens parlent le français, parce qu'ils ont une grand-mère qui a appris le français, etc. Et au bout d'un moment, je me dis, mais ça n'a aucun sens, on s'en fout. On va lire. Je m'en fous, moi, de savoir quelle langue ils parlent. J'ai envie de savoir ce qui se passe. Et c'est comme ça que je m'affranchis de beaucoup de codes. Et je parle de ça parce que tout ce qui est planifié, tout ce qui est réfléchi, tout ce qui n'est pas spontané, pour moi, est quelque chose que je m'enlève de plaisir de la découverte, de me dire qu'est-ce qui va se passer. Donc vous ne connaissez pas la fin, vous connaissez connaissez pas ni le début, ni le milieu, ni la fin. Et alors vous m'aviez dit, et vous le direz sur RTL et vous le lirez dans Le Parisien, que vous pouviez faire des vingtaines de versions, des 50, et recommencer 50 fois à zéro tant que vous n'étiez pas satisfait, que ça... Tant que ça ne me plaît pas. Et on sent quand ça ne nous plaît pas. Vous savez, c'est comme un gâteau, quand vous cuisinez et que vous êtes... Il y a des cuisiniers très agaçants. Vous leur demandez, c'est très bon, qu'est-ce que tu as fait ? Je sais pas, j'ai mis un peu de ça, un peu de ci. Mais t'as mis combien ? Je sais pas, j'ai mis un peu comme ça. Mais c'est quoi comme ça ? Et c'est pour dire que c'est un sentiment, c'est une sensation. Et que ça, je trouve que l'instinct, le plaisir, c'est le meilleur guide. Parce que même si votre livre n'est pas lu, et même si les librairies ferment toutes parce qu'il y a la pandémie du siècle, vous avez au moins eu du plaisir à faire ce que vous avez fait. Donc pour répondre à ce que vous demandiez par rapport justement au pas de plan, mais aux allers-retours, j'imagine cette histoire. Et je l'imagine non pas en l'écrivant ou en me projetant dans la tête de quelqu'un qui lirait, mais je l'imagine simplement comme un conteur, comme si je racontais une histoire. Et c'est ce qui se passe maintenant, parce que
il se passe un moment qui existe en partie grâce à vous, un tout petit peu grâce à moi, puisqu'on est en train de se parler, mais surtout grâce à vous, ici. Parce que si maintenant, tout le monde décide de se lever et de quitter cette salle parce que ça ne vous intéresse pas, et je vous remercie de ne pas le faire, je suis venu spécialement de Genève, mais si vous décidiez de le faire, qu'est-ce qui se passerait? On s'arrêterait, on se regarderait, on irait boire un café, on serait un peu embêté, mais on s'arrêterait. Donc on existe, ce moment existe grâce à vous. Et donc ce n'est pas nous qui faisons ce moment. Nous, on a proposé le moment, on vous a installé, on a essayé de trouver une salle avec des sièges dans lesquels vous êtes bien, on vous a invité. Est-ce que ce moment existe par vous. J'espère que vous êtes bien. Ça a l'air d'être pas mal. Mais ce moment existe grâce à vous. Et vous êtes exactement ce que fait un lecteur quand il ouvre un livre. Vous faites exister le livre. Oui, vous faites exister le roman. Et j'y viens. Mais alors, qu'est-ce que j'ai comme atout extraordinaire quand j'écris mon livre? C'est vous. Et vous êtes être humain, parce qu'on est formaté comme ça, on a un cerveau absolument extraordinaire qui nous permet de faire ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, mais de le faire dans un livre aussi. La vie est un puzzle. Nos vies sont des puzzles qu'on a construits en rencontrant des gens. Certains ont été mariés plusieurs fois, ont eu plusieurs enfants de différentes femmes, ont eu plusieurs travails. Ça veut dire qu'ils ont des collègues, ils ont un passé. Et quand on rencontre ces gens, quand on rencontre nos ex-femmes, nos collègues, nos parents, nos anciens amis, des connaissances, et qu'on les rencontre dans la rue maintenant, on a toutes ces connexions qui se font. Donc nous-mêmes, on a cette capacité incroyable avec notre cerveau de faire tout ça, de ramener ces pièces ensemble. Et on sait le raconter. Parce que si on se promène dans la rue, et on était à Genève ensemble il y a quelques jours, et puis que je vous présente des gens que je rencontre ou que je connais, je vous dis, voilà, Sandrine, ça, c'est un tel que je connais de tel endroit. Et vous comprenez ce que je dis. Et ça c'est l'outil le plus incroyable, en tout cas que moi, auteur, que j'utilise. C'est pas tant le récit, c'est pas tant ce que j'écris, c'est pas tant de faire un plan, mais c'est la confiance que j'ai en vous, lecteurs, de bien vouloir accepter de jouer avec moi et de mettre à mon service, et je vous remercie pour ça, toutes les ressources que vous avez. Mais je reviens tout de même sur la construction, et notamment, bon, vous êtes vraiment un acrobate de ce qu'on appelle le cliffhanger, c'est-à-dire qu'à chaque chapitre, ben voilà, arrive un rebondissement et on se demande ce qui va suivre derrière. On se couche très tard. Ça, Joël, vous ne me ferez jamais croire que c'est une improvisation totale. Quand vous avancez dans un chapitre, bon, au bout d'un moment, vous savez tout de même comment il va se terminer et vous avez déjà peut-être une petite idée de comment derrière ça rebondit. Parfois oui, parfois pas. Mais attention, parce que en général, pas très bien. En général, justement, le cliffhanger est un moyen de pallier tout ce que je ne sais pas. Donc je me dis... Bon, il faut qu'il se passe quelque chose, mais quoi? Donc il ouvre la porte et soudain je m'arrête parce que j'ai aucune idée de ce qui se passe. Donc je m'arrête là et on se dit waouh, cliffhanger de malade. On veut savoir ce qui se passe, mais je ne sais pas ce qui se passe. Cliffhanger par défaut, quoi. Ouais, cliffhanger par défaut. Bonne question. Et puis, mais parfois aussi, et c'est important, c'est vrai qu'à force de reprendre le texte, de refaire une version et une autre, je commence à avoir une idée de ce qui peut se passer ou de ce qui pourrait se passer. Donc ça m'aiguille aussi. Et puis je reviens en arrière beaucoup. Et pour moi, c'est l'élément le plus important. C'est comme je ne sais pas très bien où je vais, c'est pas la question, c'est pas tant de comprendre ce que je veux faire, mais c'est de définir ce que je veux pas. Et à chaque fois que je retranche, à chaque fois que j'enlève, à chaque fois que je coupe une partie, un dialogue, des pages, un chapitre ou des chapitres, le livre avance. Et ça, c'était une grande découverte sur mon travail, en tout cas pour moi, parce qu'à un moment de ma vie, je désespérais, parce que je me disais, mais attends, mais là, je coupe, j'enlève 50 pages, j'enlève 100 pages, j'ai fait tout ça pour rien. Et en fait, non. Tout ce que je retranche, c'est le livre qui avance vraiment. Parce que je sais, si je le retranche, je sais que ça, en tout cas, je ne le voulais pas. Et donc, ça veut dire que ça oriente la direction vers quelque chose d'un peu plus clair. Est-ce que vous avez une idée ici du nombre de versions de l'affaire Alaska Sanders? Parce que vous êtes quelque part un obsédé des multiples versions. J'ai un souvenir personnel, c'était je crois pour la disparition de Stéphanie Meller, ouais. Où vous m'aviez envoyé ce qu'on appelle le jeu d'épreuve, hein, donc le texte avant de passer à l'imprimerie, en me disant bon voilà Bernard c'est bon, et je lisais ça tranquillement sur une plage, un peu lointaine, et vous m'avez appelé en me disant non Bernard, stop, ça n'est pas la bonne, voici la dernière, il y en a encore une. Alors c'est l'autre problème que j'ai, c'est que j'ai la chance de travailler en composition.
Donc, c'est-à-dire qu'en principe, quand vous écrivez un livre, vous écrivez votre livre est terminé, et ensuite seulement le livre est composé, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un dont c'est le travail qui va le mettre sous format livre et qui va en faire le livre tel que vous le trouvez ensuite avec sa pagination, avec ce qu'on appelle des lignes creuses. Donc on s'assure que les fins de page ne soient pas des demi-lignes. Tout ce genre de choses qu'il faut faire. Et comme moi je travaille directement sur le texte qui est composé, parce que j'ai la chance d'avoir une femme qui s'appelle Marie-Claire, qui travaille avec moi. On peut la citer, Marie-Claire Ardouin, à qui vous dédicacez d'ailleurs l'affaire Alaska Sanders. Ouais. Oui. Marie-Claire Ardouin, avec qui je travaille depuis 11 ans, qui est la personne que j'ai rencontrée avant Bernard Defallois, qui était mon éditeur, avant vous aussi, mais mon éditeur, Bernard Defallois, qui a été celui à qui je dois toutes mes aventures, mon premier roman, Harry Quebert, etc. Alors je l'ai rencontré lui le premier, mais au début on avait une relation difficile et on ne s'entendait pas très très bien. On avait 60 ans de différence d'âge, donc peut-être qu'il y avait quand même un écart générationnel. Et entre nous, Marie-Claire Ardouin a été la personne qui faisait l'intermédiaire, en quelque sorte. Toujours besoin d'une femme. Hein. Toujours, qui adoucissait les propos de Bernard en me disant « Bernard pense que… » Alors que Bernard va dire des trucs absolument affreux sur moi au début, et moi je répondais pas moins, et elle lui rapportait ce que je disais, mais sûrement dans des versions plus douces. Et les Bernards sont un peu comme ça. Et donc, elle était chez Bernard Defallois et elle est maintenant chez Rosier et Wolf en charge de la fabrication, donc c'est-à-dire de faire de votre livre, de votre texte, un livre qui existe, qui est le livre que vous avez entre les mains. Et du coup, on compose très tôt et ça veut dire que je peux, jusqu'à ce que le livre parte à l'imprimerie, changer. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois extraordinaire pour moi, mais terrible, parce qu'on peut tout changer. Et cette liberté, cette possibilité, elle est très stimulante. Elle est dangereuse aussi parce que ça veut dire que tout d'un coup, je lui dis on va changer le prénom. Elle m'a dit mais non, on peut pas, c'est pas possible. Mais si, on peut le faire. Et on l'a fait dans d'autres livres. Version alors pour répondre sur la Alaska Sanders. Mais je sais plus très bien. En tout cas, une cinquantaine. Vous êtes reparti complètement à zéro. Et après, je suis reparti à zéro. Non, parti à 0,0, ça, je ne sais plus très bien. Parce qu'au bout d'un moment, au début, vous changez tout. Ce n'est pas du tout le livre qui est là, c'est une autre histoire. Et puis, au fur et à mesure que vous avancez, vous avez des versions de plus en plus similaires, jusqu'à avoir des versions qui se ressemblent vraiment beaucoup. Les personnages sont toujours là. Et notamment, dès la première version... votre héros, Marcus Goldman, on a eu beaucoup de questions. Alors notamment une que je vais vous lire parce que c'est une jeune fille de 10 ans, je ne sais pas si c'est là, qui s'appelle Lily, et qui demande si Marcus est un personnage créé dans votre imaginaire ou est-ce une personne de votre entourage étoffée par d'autres individus de votre quotidien. C'est une très bonne question parce que ma première réponse la plus immédiate serait de dire que évidemment que c'est pas quelqu'un ni de mon entourage ni de quelqu'un que je connais, parce que ce que j'aime faire c'est de la fiction et j'aime faire de la fiction. Enfin, je me suis mis à écrire parce que j'aime lire. Et pourquoi est-ce que j'aime lire? Alors, chacun a sa raison de lire, hein, mais la mienne, c'est parce que je trouve extraordinaire la possibilité de vivre une autre vie. Quand je lis un roman, je ne suis pas dans ma chaise, je ne suis pas dans le bus, je ne suis pas dans le train, je ne suis pas chez moi, je suis dans mon livre, dans ce livre, dans un livre que je lis. Et cette lecture, elle me donne l'impression d'avoir plusieurs vies. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de me mettre à écrire aussi. Et c'était justement pour faire de la fiction. Et c'était pour vivre des vies de façon encore plus forte. Donc j'aurais envie de dire que non, rien dans les livres n'est moi, n'est lié à moi, n'est lié à mon expérience ou n'est de l'autofiction. Et en même temps, comme je suis l'auteur du livre, c'est forcément quelque chose de moi. Comme je suis le créateur de ces personnages, il y a forcément quelque chose de moi qui les fait. Et il y a forcément, ne serait-ce que dans la projection de leur comportement, de tel que je les vois, quelque chose de moi qui jaillit malgré moi. Et le personnage de Marcus n'échappe pas à la règle. Quand je l'ai créé en 2009 et que j'ai écrit déjà 5 romans qui sont refusés par tous les éditeurs, dans la version 1 de Harry Quebert,
Marcus est un jeune homme de 25 ans qui a écrit 5 romans, qui a été refusé par tous les éditeurs, qui en a écrit un 6e et qui n'y arrive pas, etc. Et là, je m'arrête, je me dis, c'est vraiment chiant à mourir, ce livre, c'est ma vie. Ça va pas du tout. Et là, je me dis, non, Marcus, il a 27 ans, donc il est un peu plus vieux que moi, et il a écrit un livre, et ce livre a eu un succès immédiat. Justement pour être dans une autre vie que la mienne, pour que ce soit pas moi. Et quand j'ai repris ce personnage... Vous ne savez pas que l'affaire Harry Kéber va avoir un succès complètement dingue. Et j'imagine pas ce succès, évidemment. Et donc, quand le livre a un succès dingue, les gens me disent « Mais Marcus, c'est toi, puisque tu as écrit ce livre, tu as le succès, etc. » Et donc, j'essaye d'expliquer que non. Mais maintenant que je reprends ce personnage et que j'ai eu du succès entre, et que Marcus a du succès encore, je pourrais entendre et comprendre qu'on pense que là, cette fois, dans ce livre-là, le personnage de Marcus est beaucoup plus proche de moi. Mais heureusement, malheureusement, moi je dirais heureusement pas, parce que Harry Kéber se termine en 2009, Marcus a la trentaine, ce livre-là commence en 2010, Marcus a 8 mois de plus, et moi j'ai pris 10 ans. Donc Marcus, qui au moment où Harry Kéber paraît a 3 ans de plus que moi, quand ce livre paraît, maintenant j'ai 10 ans de plus que lui. Et inévitablement, j'ai passé des paliers de ma vie, des étapes de ma vie, que lui n'a pas passé encore. Oui, notamment rencontrer l'amour, fonder une famille, etc. Mais on ne va pas entrer sur ce terrain intime. Mais tout de même, ce double toujours, avec vous, je vous lis page 282. Alors c'est Harry Kéber, je crois, qui parle à Marcus Goldman. Vous allez découvrir, Marcus, que le succès est une forme de maladie. Il altère le comportement, le succès public, la célébrité, c'est-à-dire le regard que les gens portent sur vous, affecte votre conduite. Ils vous interdisent de vivre normalement. C'est un peu ce que vous avez vécu, non, également, Joël Dicker? En quoi le succès a modifié votre façon de vivre? Mais ce que Harry Kéber dit là, et je vous réponds sur la question, mais qui est un peu différente de ce qu'il dit, parce qu'au fond, ce qu'il dit, c'est quelque chose de très banal, qui ne nécessite pas forcément d'avoir une expérience personnelle pour se rendre compte que le succès peut changer les gens, le regard peut rendre les gens un peu fous, ce besoin de regard peut les rendre un peu fous, et j'en veux pour preuve quand même l'extraordinaire stimulation de l'ego que les réseaux sociaux, que Instagram a sur nous tous, avec ce besoin, cette envie, dangereux pour les plus jeunes, d'être liké, d'être aimé, d'avoir le sentiment que le réconfort de leur existence n'a vraiment de sens ou n'existe vraiment que parce que les autres les regardent. Et donc cette validation de l'autre, c'est un peu ça aussi. Cette course au succès, elle est, je la trouve aujourd'hui, omniprésente dans notre capacité à nous mettre en scène. Et moi, le premier, je veux dire, nous tous, comme êtres humains, on est devenus aujourd'hui, quand on fait une photo, on veut la partager. D'abord, on ne fait plus une photo, on en fait 10, en espérant qu'une soit bien. Donc, c'est pas qu'on est en train de prendre un moment, c'est pas qu'on est en train de capter le moment et que c'est le moment qui compte. C'est nous, parce qu'on va regarder la photo et on va regarder la photo sur laquelle on est le mieux. Et c'est un réflexe qui est relativement nouveau quand même dans le fonctionnement du monde dans lequel on vit, mais qui nous a aujourd'hui tous attrapés. C'est pas un jugement de valeur, moi aussi, je veux dire, on est devenu comme ça. Et c'est la question que je me pose, c'est vraiment à quel point il y a eu peut-être une modification, qui est une question que je me pose, je ne suis pas en train de poser un jugement, mais une modification de notre comportement et de notre rapport à la vie, qui aujourd'hui est une vie qui passe par l'autre dans sa validation, beaucoup plus que ou que la réussite de la vie passe par la validation de l'autre, beaucoup plus que par ce qui me semble être important, qui sont les gens qu'on aime, ceux qu'on a autour de nous, cette réalité-là de notre cercle intime à nous, aimer et être aimé. Alors, pardon, Sandrine. Non, je me disais on va vous donner la parole, parce qu'on s'emballe, et... Vas-y, Bernard. Il y a quelque chose qui me fascine toujours, c'est cette espèce de petite graine qui germe et qui donne naissance à un livre. D'où part un livre, et Umberto Eco qui expliquait que ça partait toujours d'une image comme ça qui lui arrivait, il appelait ça son image séminale. D'où vient l'affaire Alaska Sanders? Qu'est-ce qui a enclenché l'écriture de ce livre? Comme pour les précédents, c'est l'envie. Et ça, c'est vraiment l'étape la plus importante, je trouve, parce que c'est une étape sans laquelle il ne se passe rien. Mais alors l'envie de quoi? De retrouver Harry Kéber, par exemple, ou Marcus Goldman? Alors ça, c'est une envie qui vient après.
La première envie, c'est écrire, c'est raconter une histoire. Et je dirais même, c'est raconter une histoire parce que c'est me raconter une histoire, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans ma vie, tout d'un coup, de fort, du roman. Hein, un roman arrive. Et c'est une envie que je compare souvent à l'envie de manger. Où vous êtes chez vous, sans regarder l'heure parce que vous n'avez pas d'enfant ou personne à nourrir ou pas de rendez-vous, puis vous êtes en train de lire un livre ou de faire autre chose, et puis tout d'un coup, vous avez faim, et vous voyez que c'est 2 heures que vous avez oublié de manger. Et ce n'est pas l'heure qui vous dicte de manger, comme c'est le cas souvent, parce qu'on dit c'est l'heure de la pause, etc. C'est tout d'un coup une envie, un besoin. Et quand vous avez tout d'un coup faim, en général, on ne se dit pas « je mange ». On se dit « qu'est-ce que j'ai envie de manger ?» Et qu'est-ce qu'on fait quand on se dit « j'ai envie de manger » selon où on est? Si on est chez soi, on ouvre le frigo, on va à la cuisine, on ouvre le frigo et on regarde ce qui nous tente. Et on se dit, tiens, est-ce que j'ai envie de manger ça? Ah, tiens, ça, je vais me faire ça. Ou bien on ouvre le frigo et on ne trouve rien qui nous plaît. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire des courses. On fait des courses et on commence à remplir son panier avec ce qui nous plaît. Et c'est exactement ça. C'est une image que je prends souvent, mais parce qu'elle est vraiment comme ça que je vis un livre. C'est qu'il y a une envie, quelque chose qui me prend, puis je me dis, mais qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Qu'est-ce qui me parle en ce moment? Alors là, justement, en faisant vos courses, qu'est-ce que vous avez acheté pour Alaska Sanders? J'ai commencé avec un questionnement qui me taraudait depuis quelque temps, qui était cette trilogie de Harry Kéber, et qui venait aussi de pair avec le sentiment de mûrir un peu, d'avoir passé des étapes dans ma vie, d'avoir peut-être envie à un moment donné de faire autre chose, de changer de registre, et de me dire, mais cette trilogie qui me tracasse, qui me travaille, à laquelle je pense depuis des années maintenant, j'ai le sentiment que si je n'essaye pas maintenant, pour voir ce que ça donne, je ne la ferai pas. Et qu'est-ce qui se passerait si je ne la fais pas? Donc je me questionne, je me dis, si je ne la fais pas, je vais avoir des regrets. Et comme les regrets sont un concept que je n'aime pas trop, je me dis, il faut que j'essaye. Et je me suis mis d'abord à me dire, j'ai repris un peu l'idée, je me suis dit, Harry Kéber est là, 2008-2009, les Baltimore sont ensuite en 2012, j'ai ce creux que j'avais laissé à l'époque volontairement en disant, voilà, j'ai un espace pour raconter quelque chose. Qu'est-ce que je raconte? Qui est-ce que je raconte? Qui revient de Harry Kéber? Et la première règle que je m'étais mise, c'était « je ne ferai pas ce livre ». Donc c'est un livre un peu différent des autres dans sa conception parce qu'il est venu avec des règles. Et une des règles que je me suis imposée, c'était de me dire « je ne ferai pas ce livre si je me rends compte, en me mettant à le faire, que mon imaginaire a été pollué par la série télé ». Pollué sans gros mots, mais je veux dire l'imaginaire qui fait que le livre est unique pour soi parce que vous avez chacun, on a pu lire tous un même livre, et pourtant c'est un livre qui est différent puisqu'il vous appartient, puisque votre imaginaire l'a vraiment fondé, a créé ces personnages. Et moi, j'ai un imaginaire très clair de Marcus, de Harry, de Perry, des maisons, des endroits, des lieux. Et je me suis dit en commençant, si je vois ce que Hanno a fait, si je vois le Dempsey ou Marcus de la série, ou les lieux de la série, ça ne marche pas. Et j'étais très heureux de voir que ce n'était pas le cas. Très heureux parce que je me dis, bon voilà, c'est bon, c'est un feu vert, à voir, mais pour l'instant, c'est un go. Et puis très heureux aussi parce que je me suis dit, voilà encore une preuve que le livre, que la littérature reste supérieure à la série télé. Pas une supériorité, pas un combat de coq ou une supériorité de genre ou de quoi, mais l'idée que l'expérience d'un livre, l'expérience que vous allez avoir en lisant un livre, sera toujours une expérience largement supérieure à l'expérience que vous aurez en voyant une série télé. Je précise juste, mais enfin vous l'aurez compris, vous le savez sans doute pour beaucoup d'entre vous ici, c'est que Joël Dicker ne fait rien comme personne et que donc dans cette trilogie, vous aviez écrit le premier et le troisième, oui. Le livre des Baltimore, et que donc celui-ci est le deuxième, celui qui vient s'intercaler entre les deux volumes. Et on ne sait pas si on retrouvera du coup Marcus Goldman. Est-ce que, puisque la trilogie, c'est trois romans... le projet est fini. Oui, le projet tel que je l'avais imaginé en 2010 est terminé. Après, je vous passe la parole, mais c'était une question, est-ce que votre héros reviendra? Je ne sais pas. Le projet, en tout cas, de trilogie est terminé. Est-ce que ce projet évoluera un jour? Est-ce bien sûr, parce qu'il y a une affaire Gabby Robinson qui apparaît là. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. C'est pas le projet en tout cas là. Alors, est-ce que vous avez, parce que c'est quand même votre soirée, donc on va
va leur laisser un peu la parole, Bernard. Volontiers. Est-ce que vous avez des questions? Alors moi, je ne vous vois pas. Est-ce que vous avez des micros? Et si vous pouvez lever la main. Je crois qu'il y a des micros là. C'est pour la Alors, salle. Quelqu'un nous, fait on en a circuler plein, mais est-ce que parmi vous, il y en a c'est prévu que quelqu'un fasse circuler le micro dans la salle? Là, je peux me lever. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question à Joël Dicker? Sa vie, son œuvre, ses projets. Oui, on a voilà des questions. Mademoiselle, au premier rang. J'espère que ça marche. Sinon, je vous passerai le mien. Bonjour. On vous entend très bien. Super. Moi, ma question... Je vous demanderai de vous présenter par le prénom simplement à chaque fois. Comme ça, c'est plus convivial et plus chaleureux. Eh bien, je m'appelle Tara. Je vous ai découvert par une amie en école préparatoire. Elle m'a forcé à lire vos livres. Et, me voilà là ce soir. Voilà, l'info, c'est que vous êtes devenu un auteur de classe préparatoire. Bravo. Et donc, je suis très fan. Et je suis là ce soir. En fait, ma question se tire plutôt sur votre maison d'édition. Si c'était une aventure que vous appréhendez, comment ça s'est déroulé, et est-ce que c'est comme une sortie d'un premier livre? Voilà, c'est tout. Votre sentiment sur les maisons d'édition. Merci Tara. La maison d'édition Rosier Wolf est une aventure assez particulière parce qu'en fait, je vous parlais avant de Bernard. Bernard Defallois a été mon éditeur le premier à partir de 2011. On a sorti ensemble un premier roman qui était Les derniers jours de nos pères, qui est sorti un peu de façon compliquée parce que lui avait son avis sur le sujet. Ça se passe pendant la Deuxième Guerre. Il n'était pas toujours convaincu qu'un jeune homme de 25 ans ait écrit un livre sur un sujet qui le dépassait un peu, qui me dépassait un peu, puisque né 40 ans après la fin de la guerre. Et les débuts étaient difficiles. Et ce que je ne savais pas non plus, c'est que Bernard avait plus ou moins le projet de s'arrêter quelques mois après l'apparition de mon roman, Les derniers jours de nos pères. Donc là, on est en janvier 2012. Et puis, il se trouve que comme Les derniers jours de nos pères a mis 3 ans à trouver un éditeur, à paraître, j'ai pendant ces 3 ans-là écrit un autre roman dont je vous parlais avant, qui s'appelait La vérité à propos de l'affaire Harry Kéber, qui est devenue La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et ce livre-là, quand Bernard a lu le manuscrit, on est en février 2012, il a tout de suite insisté pour qu'on le fasse paraître. Et moi, je lui ai dit non. Je lui ai dit, Bernard, on a fait un premier livre ensemble, personne ne l'a acheté, c'est une catastrophe, il faut que je trouve un boulot. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse paraître un autre livre là? Je disais, non, mais il faut le faire tout de suite, il faut le faire. Je disais, mais Bernard, il faut rien. Il me disait, Joël, ce n'est pas l'auteur ni l'éditeur qui décide de la parution d'un livre, c'est le livre qui décide tout seul. Et voilà Bernard. Et c'était un homme assez incroyable, ce que tout le monde savait peut-être, sauf moi à ce moment, parce que je le connaissais pas assez. Et on a vécu une aventure humaine complètement dingue. Pas seulement par le succès ou parce qu'il y a eu un succès commercial et critique du livre, mais par la façon dont on a construit ensemble ce succès, ces livres, les livres qui ont suivi ensemble. On a voyagé ensemble, il m'a accompagné sur les tournées, il m'a formé beaucoup. Il me disait, Joël, vous devez voyager dans tous les pays du monde qui achètent votre livre. Je disais, ah bon, pourquoi? Il me disait, parce que vous devez apprendre. Vous devez aller voir les éditeurs, leur poser toutes les questions que vous avez, comprendre comment ils font, et surtout voir comment ils font à l'étranger qu'on ne fait pas en France, et me le dire. Et je l'ai vu à Madrid, chez l'éditeur espagnol, voir une armée de jeunes gens sur des iPads, assis à une grande table, et leur dire, qu'est-ce que vous faites? Alors, il dit, nous, on est le social media, etc. Qu'est-ce que c'est? Community manager. Il vient vers moi et me dit, Joël, j'ai vu un truc extraordinaire. Des jeunes gens assis ensemble à une table qui explorent Internet. Je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire, même dans son truc, et ça, c'est formidable. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est exactement les réseaux sociaux? Et je lui dis, les réseaux sociaux, Bernard, c'est quelque chose qu'on projette dans le monde par une application. Il me dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui dis, regardez, on va faire une photo ensemble et je vais la poster sur Internet. Alors, on fait une photo, lui et moi, je la mets, ça ne lui évoque pas grand-chose. Et le lendemain matin, il vient me voir au petit-déj et me dit, Joël, hier soir à minuit, je me couche,
je reçois le téléphone d'un ami qui me dit « Bernard, tu es à Madrid ». Je lui dis « Comment tu sais que je suis à Madrid ?» Il me dit « Mon petit-fils qui suit Dicker a vu une photo de Dicker et toi et me l'a envoyé par SMS et donc j'ai vu une photo de toi et Dicker à Madrid ensemble. » Et là, il me dit « Bernard, j'ai compris les réseaux sociaux. » Et je vous raconte tout ça, je pourrais vous en raconter 1000, mais c'est ça le succès de Harry Kéber et de mes livres pour moi. C'est cette aventure humaine incroyable que j'ai vécue avec lui. Et quand Bernard décède en 2018, il avait le droit de partir à 92 ans. Je me retrouve évidemment orphelin de lui, évidemment triste, mais surtout heureux de l'extraordinaire aventure humaine que j'ai vécue avec lui, convaincu et décidé convaincu qu'elle ne se reproduirait pas, parce qu'elle ne pouvait pas se reproduire, parce que c'était déjà fait. Et surtout, j'avais passablement mis la main à la pâte, parce que j'aime me mêler de tout, parce qu'il me laissait le faire, parce que ça m'amusait aussi. Et je me retrouve à me dire, mais au fond, je fais déjà beaucoup. Si j'allais chez un éditeur traditionnel ou dans une maison qui existe déjà, je ne pourrais pas continuer à me mêler de tout. Et c'est quelque chose que j'aime bien me mêler de tout, c'est comme ça, c'est mon caractère. Et je ne voudrais pas non plus forcer, parce qu'on me dira que j'aurais pu forcer un éditeur de dire, voilà, par contrat, j'exige de pouvoir me mêler de tout. Mais ce n'est pas ça la vie, ce n'est pas ça le plaisir. Si vous travaillez avec des gens ou si vous êtes en train de forcer des gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas ça qui compte, ce n'est pas l'excitation, ce n'est pas ça le succès de Bernard. Et donc j'ai été... Mais pardon Joël, on a vu votre succès énorme à l'échelon international. On a dû vous courtiser, des éditeurs notamment parisiens. Oui. Ont dû vous proposer de rejoindre leur écurie. Est-ce qu'à un moment donné, ce choix-là, pour vous, ne s'est pas posé? Il y a eu des échanges, des propositions. Dans ma tête, la conviction que j'allais pas être heureux chez un éditeur, chez quelqu'un d'autre, était déjà assez forte. Et puis j'avais surtout un ami avec moi qui s'appelle Gilles Cohen-Solal, qui est peut-être ici ce soir, que je sais pas qui est là-bas, qui a eu l'excellente idée de me convaincre et de m'emmener avec lui en me dire mais ça c'est un projet. Et j'ai retrouvé là très bonnes idées, toute l'excitation de me dire il y a quelque chose à faire, mais qui n'est pas la volonté de casser ou de disrupter, comme on dit, de créer une distorsion dans l'économie du livre, ou de faire quelque chose d'autre, ou de mettre les pieds au mur, ou simplement de me dire j'ai besoin de continuer cette aventure humaine. Et c'est comme ça qu'est née cette maison d'édition, Rosier et Wolf. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Est-ce que vous pouvez nous dire le choix de ce nom? Oui, ça veut dire lire et écrire au fond. Non, ça veut dire lire et écrire. À l'anglaise, le R et le W. Read and write. Non, c'est le projet de la maison, c'est lire et faire lire. Mais Rosier et Wolf, lire et écrire, c'est parce qu'en fait, je voulais trouver le nom de cette maison. Je voulais un nom qui soit un nom personnel, qui me représente quand même. Ça ne pouvait pas être le mien parce que je voyais mal être Joël Dicker aux éditions Dicker. Enfin, vous voyez, c'était un peu moche. Et en même temps, je voulais qu'il y ait un ADN qui soit l'ADN de pourquoi j'aime lire, de pourquoi j'aime écrire. Et cet ADN, il me vient de deux personnes. Une qui était une vieille amie de la famille, qui s'appelle Rosie, oui. qui est une femme qui m'a fait lire, qui m'a donné envie de lire. Mais vous savez, lire, et je pense que c'est ça qui est important de rappeler aussi, c'est que lire, c'est d'abord une curiosité. Ça ne peut pas être une obligation, ça ne peut pas être quelque chose qu'on inflige ou qu'on impose. Lire doit être vraiment une curiosité. Et j'ai dans mes souvenirs de lecture, moi qui aimais Tintin, vers l'âge de 8 ou 9 ans ou 10 ans, je lis L'île Noire, je crois. Le Tintin qui se passe en Écosse, où il y a des faux monnayeurs. Il y a cette île, ils font de la fausse monnaie dans l'île. Peut-être que vous vous souvenez de cet épisode de Tintin. Je lis Tintin. L'île Noire, extraordinaire. Je suis convaincu par Tintin. Et là, dans la bibliothèque de mon père, je vois un livre qui s'appelle « Les faux monnayeurs » de Gide. Et je me dis, extraordinaire, la suite de Tintin et l'île Noire. Ça alors je me jette dessus. Je me dis, c'est formidable. Et mon père me dit pas, tu comprendras rien, c'est Gide. Mon père me laisse faire. Et je prends les faux monnayeurs. Je ne comprends absolument rien. Mais il y a cette curiosité. Rebolote, avec moi qui adore les animaux et qui me fascine. J'aime les poissons et j'aime les insectes. Et j'ai acheté, avec mon père aussi, à une bourse d'entomologie, un scorpion mort. Et là, je trouve un livre, Le poisson scorpion. Je me dis extraordinaire,
un livre sur les poissons et les scorpions, tout ce que j'aime. Évidemment que c'est pas ça, et si vous avez lu ce livre, et quand j'ai ouvert ce livre du haut de mes 10 ou 11 ans, mais c'est ça la curiosité du livre, c'est ça, c'est le premier élément. Et donc c'est pour ça, cette longue réponse, mais pour dire que Rosie, pour moi, c'est ça. C'est ouvrir un livre, aller vers un livre, essayer, aimer, ne pas aimer. On a le droit de ne pas aimer. Je trouve que c'est encore plus important de ne pas aimer un livre et de comprendre pour quelle raison que de l'aimer. Parce que quand on aime un livre, on a passé un super moment, et c'est très bien, c'est un bon sentiment, hein, mais on a toujours un peu de peine à expliquer ce qui nous a plu. Alors que quand on n'a pas aimé un livre, on peut expliquer pourquoi. Et quand on peut expliquer pourquoi, on n'a pas aimé un livre, on se comprend un peu mieux. Et je trouve que c'est un fonctionnement qui compte. Et puis Woolf, c'était mon grand-père. On va y arriver, pardon. Heureusement qu'il n'y a que 2 noms dans la maison, sinon... Vladimir Woolf, c'était mon grand-père, qui était un homme de lettres, qui avait, à la fin de sa vie, écrit notamment un livre sur Dautry, qui était votre ministre des Transports pendant la guerre, et dont il avait été l'assistant à l'université. Et je me souviens du manuscrit de ce livre, et je me souviens de nouveau de cette curiosité, parce que j'ouvre ce livre, je ne comprends pas grand-chose, et là je vois un passage sur un événement qui m'a fasciné, le tunnel sous la Manche, et dont il raconte le tunnel sous la Manche, dont il raconte l'inauguration par Mitterrand et Elisabeth II, et qui était évidemment toute l'histoire des trains, enfin je ne vais pas vous raconter toute la vie d'Autry, mais le tunnel sous la Manche, je me suis toujours demandé, enfant, quand ils l'ont fait, je me suis toujours dit, est-ce qu'ils ont creusé sous la terre de la mer, ils ont fait un tunnel, ou est-ce qu'ils ont construit le tunnel dans la mer? Et s'ils l'ont fait, comment on construit un tunnel dans la mer? Et moi, c'est ça que ça m'évoque, ce livre. Et tout ça pour vous dire que quand j'ai vu le livre de mon grand-père, ce manuscrit que je vois encore avec cette bande thermocollée noire, je me dis, à cet âge-là, je me dis, j'aimerais bien aussi, moi, faire ça. J'aimerais bien, moi, mettre tous ces mots ensemble, écrire une histoire et avoir un livre qu'on puisse lire. Et Rosie et Woolf, je crois que tout simplement, loin des velléités de succès ou d'être lu, c'est vraiment l'idée de pouvoir partager ensemble, lire et faire lire, partager ensemble une lecture qui devient, et c'est la force d'une lecture quand on la met en commun, quand on la partage ensemble, elle devient un exercice solitaire qu'on a pu accomplir au fond que tout seul et en concentration avec soi. Elle devient l'évocation de quelqu'un d'autre parce qu'on la partage, on l'a dit pourquoi on a aimé, pourquoi on n'a pas aimé, et c'est un moment qui est important, et c'est ce que je voudrais pouvoir essayer de faire avec ça. Et vous allez publier... Pardon. Et qu'est-ce que vous... Alors, vous allez publier vos livres. Oui. D'ailleurs, vous allez republier tous vos livres chez... Malheureusement, oui. Oui, je vais tout vous dire ça avec une tête. Non, vous allez tout republier. C'est fait, d'ailleurs. Vous pensez de débarrasser de moi? Oui, c'est fait. Et tout sera disponible dès le 10 mars. Donc, tout le catalogue est disponible à partir du 10 mars. En grand format et en poche. Et en poche pour les précédents. Et l'idée, alors cette année 2022, elle est particulière parce que d'abord, il y a, pardonnez-moi, tout mon catalogue qui ressort, donc c'est beaucoup de livres déjà. Et puis surtout, je vous retrouve enfin. On a eu 2 ans de pandémie. Mon précédent roman, L'énigme de la chambre 122, est sorti vraiment en plein pendant le confinement. Il n'a pas empêché d'être le livre le plus vendu en France cette année-là. Mais vous savez, et de nouveau, j'en suis très heureux et merci à tous ceux qui m'ont lu. Et je ne suis pas démago et je suis très très heureux du succès de ce livre. Mais il manque quelque chose. Dans ce livre-là, il me manque vraiment la rencontre avec les lecteurs. Un livre qui est sorti sans moi au fond, qui m'a complètement échappé parce que je ne suis pas allé en librairie parce qu'on ne le pouvait pas. Il n'y a pas eu de promotion ou très peu, mais ce n'est pas tant la promotion, c'est vraiment la rencontre et l'échange et se retrouver. Et donc cette année 2022, elle est consacrée à ça, en francophonie et à l'étranger, à vous, à être ensemble. Et c'est pour ça que je suis très heureux de pouvoir déjà être ici avec vous, de savoir que dans 10 jours exactement, vous n'avez plus de masque et plus de passe et plus rien. Que votre bon sens d'essayer de ne pas vous cracher dessus les uns et les autres, et qu'on va pouvoir revivre une vie normale ensemble. Eh bien, les lectrices et les lecteurs sont là, donc on leur redonne la parole. Qui veut la prendre? Monsieur au premier rang. Et après, il y en a 2. Alors, on ne voit pas très bien plus loin, donc n'hésitez pas à vous manifester, parce que là, on repère surtout le premier rang. Bonsoir. Enchanté. Merci. Et suite à ça, j'ai lu à peu près tous vos livres, pour pas dire si je les ai tous lus en fait. Et je voulais savoir, donc vous dites que le moteur chez vous pour écrire, c'est l'envie, mais je veux savoir, est-ce que ça
que vous, pareil, à un moment, vous dites ça marche, ça marche pas. Est-ce que vous vous dites à un moment, voilà, est-ce que vous souffrez de temps en temps de cette écriture un peu comme tout le monde? Alors, je souffre physiquement. Regardez comme il souffre, non, mais ce c'est une jeune homme. bonne question. Je souffre physiquement, mais pas moralement complètement. Souvent, c'est un peu lié. Mais ce que je veux dire, c'est que, et peut-être parce que je fais vraiment, et je le revendique, de la fiction, c'est-à-dire que la souffrance, j'utiliserai un mot un peu différent, c'est la difficulté, qui peut parfois de pair avec de la souffrance. Et la difficulté, elle est omniprésente. C'est une écriture qui, évidemment, est beaucoup est encombrée par le doute, par les difficultés, par mon incapacité à me décider de si je veux aller plutôt comme ci ou comme ça, de ne pas avoir de plan. Mais cette difficulté, une fois qu'on l'apprivoise et qu'on se rend compte que la difficulté est un atout, parce qu'au fond, elle peut être aussi une source de plaisir, qui est celui de surmonter cette difficulté. Et je l'associe assez souvent à faire du sport, ou quand on se met à courir, à faire un peu de course à pied, on commence difficilement par courir un quart d'heure, et puis on se rend compte que si on le fait 2-3 fois, on arrive à se dépasser un peu, puis on court 20 et 25 minutes, c'est une demi-heure, et on a, malgré la souffrance, et on n'a pas envie, et ça nous casse les pieds parce que c'est le matin tôt, ou qu'il fait froid, et qu'on n'a pas envie de le faire, on se rend compte qu'à la fin de l'exercice, on a ce moment de dopamine, d'excitation, de contentement de ce qu'on vient de faire, pas contentement de soi, mais le contentement de l'action, de s'être dépassé, d'avoir passé ce cap-là. Et je crois que c'est ça, en tout cas pour moi, un peu la clé. C'est que je sais que dans tous les moments difficiles de souffrance, mais surtout de doute, c'est surtout ça, les doutes, pas savoir, pas comprendre, pas être sûr, se dire qu'on ne comprendra rien, qu'il y a 13 époques, ça n'a aucun sens, qu'il faut tout arrêter. J'en ai évidemment beaucoup, mais au bout de ça, il y a toujours la réflexion de se dire, mais je vais y arriver. Et un plaisir immense. En tout cas, c'est ce que vous m'aviez dit. Et vous m'avez dit, le jour où j'ai plus de plaisir, j'arrête. Le jour où il n'y a plus de plaisir, je pourrais juste pas faire tout ça, je pense. J'aurais pas le moteur et l'énergie de me taper ce bouquin. Plus le boulot d'éditeur maintenant. Alors, une autre question, peut-être la main qui... Bonsoir. Joël, pourquoi choisir des œuvres d'Edward Hopper comme couverture de livres? Merci. C'était un choix quand on a travaillé avec Bernard sur la couverture de La vérité sur l'affaire Harry Kébert, qui est derrière. Là-bas, pardon. Le maquettiste à l'époque avait proposé des couvertures qui me plaisaient pas tellement. Et puis avec Bernard, on avait évoqué l'idée des grands peintres américains, pour donner peut-être un côté plus américain. Et j'étais allé par hasard durant ce même été à Madrid. Et il y avait l'exposition Hopper qui devait passer ensuite à Paris. Et pendant l'exposition, je trouve ce tableau de Hopper, qui est celui qu'on a gardé pour Harry Kébert. Et je suis frappé parce que je me dis, il y a quelque chose là qui est incroyable, c'est qu'on ne regarde pas la peinture, on regarde ce qu'on ne voit pas. Et c'est ce qui me frappe, et c'est ce qui m'a frappé beaucoup chez Hopper ensuite, c'est que quand on regarde Hopper, on ne regarde pas tellement ce qui est sur le tableau, on ne regarde pas tellement la technique, on ne regarde pas tellement le travail incroyable, on ne regarde pas du tout même, j'ai envie de dire, les prouesses, et de se dire, waouh, c'est quand même incroyable, le rendu est incroyable. Sur ce tableau-là, on a un jeu de lumière entre la lumière artificielle, la lumière de la fin de journée, mais au fond, tout ça, et des ombres, etc., tout ça, on passe complètement à côté, parce qu'on se dit, en tout cas, c'est ce que je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je me pose la question sur ce qu'il y a au-delà de ce tableau. Et quand on a ce réflexe, et c'est un réflexe qui se passe beaucoup avec lui, je me dis que Hopper a réussi à faire quelque chose qui se rapproche un peu de la littérature, c'est qu'il donne du travail à celui qui le contemple. On n'est pas un contemplateur passif de son œuvre en se disant « tiens, c'est drôlement bien fait, c'est intéressant, je vois une maison ou un peu de neige ou quoi ». On se pose des questions. On est immédiatement entraîné par le tableau quelque part, et je voulais utiliser donc ce mécanisme pour que le lecteur ait envie déjà de se préparer psychologiquement à ce qu'il attend ensuite. Et la bonne nouvelle, c'est que Edward Hopper a peint pas mal de tableaux, donc je pense que vous avez de la marge pour écrire encore quelques livres. Et puis là, c'est une aubaine, puisque celui qui est choisi pour la couverture montre une station-service qui est le lieu central, principal de votre intrigue. Donc là, le choix était vite fait. Absolument. Alors,
au fond. Bonsoir. Alors, on vous entend pas, Audrey. Bonsoir, Le Audrey. micro n'est pas ouvert, je pense. Ça galope dans tous les sens. Ne tombez pas. Ce n'est pas l'efficacité suisse. Bonsoir. Bonsoir. Audrey, donc. Vous avez dit tout à l'heure que vous faisiez 50 versions de vos romans. Est-ce que vous les avez toutes conservées ou est-ce que vous arrivez à les jeter? Et si oui, comment vous faites? Parce que moi, j'écris et je n'imagine même pas jeter une seule version de ce que j'ai pu commencer à écrire. J'aurais trop peur de perdre mon travail. Même si c'est quelque chose que je ne veux pas forcément utiliser après, mais... Alors oui, j'écris de deux façons, parce que j'écris à la main et à l'ordinateur, évidemment aussi. Évidemment, d'abord parce que l'ordinateur a de ça d'extraordinaire qui permet de déplacer des blocs de texte et d'avoir une clarté dans ce que vous faites que la main ne permet pas toujours. Et par contre, comme je perds tout, j'ai pas de feuille volante. Donc j'ai un étui. En Suisse, on dit une four. C'est du français aussi en France, une four? Non, ça ne veut rien dire. J'ai un étui pour mon ordinateur dans lequel je mets mes cahiers, qui sont les cahiers du livre que j'écris. Et à fur et à mesure que j'écris dans les cahiers, je retranscris ensuite à l'ordinateur. Et ensuite, à l'ordinateur, en général, c'est depuis une version que je passe à une autre version. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour répondre à la question que vous posez ici, quand tout d'un coup, je me dis c'est pas ça, et que je vais recommencer, je passe à la version suivante. Donc, je garde toujours la version antérieure à la suite, donc c'est des documents qui s'empilent, de façon à ce qu'il se passe de temps en temps que si la version suivante, je me rends compte qu'en fait la précédente était mieux, et ça arrive, et ben je fais une version bis qui reprend la précédente et qui, donc sans écraser, s'ajoute. Et je trouve toujours assez intéressant de garder, vous avez raison de le faire, parce que parfois c'est intéressant de revenir en arrière pour essayer de comprendre ce qu'on voulait faire. Quand on est complètement perdu par son intrigue ou ses personnages, ou qu'on perd un peu pied, il suffit parfois de retourner en arrière dans sa pensée, ce que l'informatique permet, et de prendre une version un peu plus ancienne pour reprendre l'essence de ce qu'on voulait faire. Autre question? Alors, il y a toujours devant. Ah ben, on va revenir devant. Parce que ça... je peux vous passer mon micro. Là, ça... Bonjour. Bonsoir. Je voulais savoir, maintenant que vous êtes votre propre éditeur, est-ce que vous avez envisagé de publier vos fameux 4 premiers romans ou 5 premiers romans? Justement, je me disais, non, les premiers romans paraîtront jamais. Ils sont très mauvais, hein, ne dites pas « oh ». Non, les premiers romans, mon vrai plaisir, c'est d'écrire un livre. C'est pas de faire le concours de qui sort le plus de livres en le moins de temps. Et mon vrai plaisir, c'est d'inventer une histoire, c'est de partir justement à la pêche, à l'intrigue, au personnage, de raconter quelque chose qui me parle, que j'ai sur le cœur. Et donc sortir un vieux bouquin me prive complètement de ce plaisir, parce que il manque vraiment le sel. Donc j'ai pas l'intention de les faire paraître ni maintenant ni jamais. Et peut-être que si je suis mort et que tu veux les lire, Bernard, je te les donnerai, mais avant ça, pas. Plus tard possible. Mais alors, est-ce que maintenant que vous êtes éditeur, sous votre label, vous allez publier d'autres auteurs? Oui, merci. C'est ça tout le but. Le but, justement, c'est pas de faire paraître que mes livres, parce que c'est pas très intéressant. Le but, c'est de partager d'autres textes, d'autres livres. Parce que ça fait maintenant quelques années que j'ai la chance de voyager beaucoup pour mes livres, de rencontrer d'autres auteurs d'autres pays, que j'ai glané un petit catalogue personnel de textes que certains dont j'ai pu lire dans d'autres langues, d'autres que j'ai pu lire en français qui n'existent pas encore, d'autres que j'ai pas pu lire, mais dont on m'a raconté. J'ai le souvenir d'un ami écrivain au Mexique qui m'a raconté il y a 5 ans un livre qui m'a donné en espagnol, que je ne sais pas lire, que j'avais suggéré à Bernard de faire paraître, mais il ne l'a pas fait. Et simplement le récit pendant cette nuit-là, que cet ami m'en a fait, je me suis dit, ce livre est génial. Et donc j'ai tous ces livres-là qui n'existent pas en français et que j'aimerais partager, parce que je me dis, j'ai tout ça, j'aimerais que vous les lisiez aussi, parce que c'est vraiment extraordinaire. Et ça, c'est ce que je voudrais faire et que je ferai à partir de 2020. Texte ou roman, pas obligatoirement des romans, donc ça va être des récits des essais, forts, ça peut être des récits, ça peut être des romans, ça peut être des livres pour enfants. Une fois, j'aimerais bien arriver à faire ça, parce que vous savez, le livre pour enfants, pour moi, c'est vraiment l'essence du partage.
Et voilà. Et est-ce que vous recevez déjà, alors là, des manuscrits Alors, je reçois des manuscrits, j'en reçois beaucoup. Et ce que je dis à ceux qui me les envoient, merci de votre confiance. Malheureusement, Rosier Wolf est une jeune maison et on n'a pas encore les moyens, le comité de lecture, les personnes pour arriver à lire votre texte. Et comme je suis auteur, je sais à quel point il est important, à quel point d'abord l'auteur qui soumet un texte compte sur un éditeur pour s'y consacrer vraiment, et à quel point l'éditeur a ce devoir, cette obligation de se plonger vraiment dans les textes qu'il reçoit. Je ne peux pas le faire. S'il y a des écrivains, il faut attendre un peu, l'année Alors, prochaine. ce qu'on a encore un peu peut-être. Alors dans 2 ans, les écrivains en herbe. Mais par contre, comme je reçois beaucoup de questions et que Rosier Wolf, je voudrais que ce soit un endroit de partage, de discussion et d'ouverture sur des livres et de l'écriture, on a ouvert via le site de Rosier Wolf un club des écrivains. Et ce club des écrivains, qui est en service là maintenant, mais qui va s'étoffer un peu, c'est un endroit dans lequel vous pouvez poser des questions sur l'écriture auxquelles je réponds très modestement, dans le sens où ce ne sont que mes réponses, ce n'est pas la vérité, c'est mes suggestions, mais qui permettent justement de parler un peu de l'écriture, de littérature, de conseils de lecture, et de pouvoir échanger vraiment autour de ça. Alors, il nous reste 3 à 4 minutes, on va essayer de prendre autant de questions. Je vais répondre très brièvement, je vous le promets. Est-ce qu'il y a au fond... Tout au fond, là-bas, voilà, allez, Ouais. que le fond aussi remonte à la surface et à la parole. Monsieur. Avec un micro qui marche. Merci. Alors c'est marrant, on a beaucoup plus de Bonjour. monsieur qui posent des Donc, je questions. m'appelle Xavier, donc je vous remercie de la parole. Donc, je voulais déjà remercier mon voisin parce qu'il a jeté votre livre à la poubelle et donc ça m'a permis de le lire, de le découvrir. Et d'autre part, enfin, ce qui m'intéresse en fait, c'est que vous êtes quand même relativement jeune. Et qu'est-ce qui fait que jeune, vous avez eu envie en fait d'être écrivain? Parce que en général, les jeunes enfants ont envie d'être pompiers ou astronautes ou je ne sais quoi. Et, aussi. En 3 minutes, voilà. ça va être dur de répondre à cette question. Et vous êtes écrivain, donc qu'est-ce qui a fait que vous êtes écrivain aujourd'hui? C'est un accident de la vie ou C'est un accident de la vie peut-être. c'est une réflexion? C'était une envie, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé faire de la musique, j'ai toujours aimé faire du dessin, donc tout ça va un peu ensemble. Et je me suis découvert dans l'écriture, probablement c'est ce qui me plaît, c'est ce que je disais avant, le moyen de vivre une vie dans la vie. Et c'est ce qui me plaît. Une autre question. Oui, ici. Joël, je m'appelle Joël. Et du coup, j'avais Bonsoir, une... Joël. La boucle est bouclée. Très, très beau une prénom. petite question, effectivement. J'avais une petite question. Vous parliez en fait des refus des maisons d'édition et je voulais savoir si ça a impacté un peu votre processus de création à un moment donné. Oui. En fait, c'est pas tant le refus. Enfin, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte, jusqu'à Harry Kéber, donc avec les 5 premiers livres, je me suis rendu compte que ce qui était important pour moi, c'était que le livre soit accepté par un éditeur. Et que j'écrivais un livre pour un éditeur, que je ne connaissais pas, mais pour plaire à un éditeur, et que dans ma façon de travailler, ma façon d'écrire, j'essaie vraiment d'être en train de contorsionner mon livre et mon texte et ce que je voulais faire par rapport à ce qui me semblait être les codes, les canons de beauté esthétique d'un texte qui pourrait plaire. J'avais envie de plaire, j'avais envie d'être édité, j'avais envie que le livre existe. Et du coup, je me suis rendu compte au bout de 5 romans que le problème quand vous faites ça, et évidemment que j'ai envie d'être édité, j'ai envie que mes livres soient lus parce que c'est un plaisir incroyable et que c'est une chance immense, mais j'ai découvert que ce fonctionnement était un peu faux parce que vous ne pouvez pas mettre le succès de votre entreprise, c'est-à-dire de votre travail, de votre écriture, entre les mains d'un éditeur que vous ne connaissez pas. C'est pas possible. Et j'ai compris qu'en fait, l'écriture connaissait 2 phases. Le livre connaissait 2 phases et le succès d'un livre connaissait 2 phases. La première phase, c'est ce que ça vous apporte à vous. Et c'est l'écriture du livre jusqu'à son point final, et c'est le plaisir que ça vous apporte. C'est-à-dire que l'année, les semaines, les mois ou l'année ou les années passées à écrire ce livre sont valorisées pas parce qu'un éditeur, quelque part, va vous dire « bravo, je vais le faire », mais sont valorisées parce qu'elles sont à vous, parce que vous en tirez du plaisir, parce que quand vous regardez votre texte, vous dites je me souviens de ces 2 ans que j'ai passé à écrire, et puis j'étais ici, et j'étais là, et ce passage-là, quand j'ai réussi finalement à trouver cette idée. Et ça, c'est à vous, et personne ne peut vous le prendre. Votre livre peut ne pas paraître, on peut ne pas l'aimer, peu importe. Ce succès, il est à vous, et il est à vous pour toujours.
Et après ça, il y a une deuxième phase, qui est la phase publique, qui est la phase de soumission, qui est la phase où vous soumettez ce livre à un éditeur, qui l'acceptera peut-être, et qui ensuite sera la phase de parution du livre et où sera soumis à des lecteurs qui l'aimeront ou pas, il aura du succès ou pas. Mais ce succès-là, ce succès commercial et critique qui est évidemment important aussi, mais il ne peut pas être celui qui va définir votre plaisir et le succès de l'entreprise de l'écriture de votre livre. Et c'est pour ça qu'une fois que j'ai réussi à scinder ça en deux, c'est comme ça que j'ai écrit Harry Kéber en me disant d'abord éclate-toi parce que la vie est courte et après tu verras bien. Bon, alors malheureusement, je crois qu'on arrive déjà au terme de cette rencontre. Juste une toute petite dernière question. Quel est pour vous le plus beau mot de la langue française? Wow. Le mot que vous préférez? Bonne question. C'est la question de Bernard. Hippocampe. Ah oui. Hippocampe parce que... Ne riez pas, je vous en prie. Non, mais je sais qui a ri là. J'ai reconnu le rire. On note les noms. Non, c'est un mot qui m'a fasciné. Et là, c'est un rapport à moi, un rapport à mon expérience et à ma vie. Ma grand-mère conservait un hippocampe séché dans une petite boîte, très fragile, parce qu'il datait de moins de 350 ans. Enfin, je veux dire, il y avait vraiment cette petite boîte avec cet hippocampe, et on ne pouvait pas le toucher, on pouvait le regarder. Et j'étais fasciné de voir cet hippocampe. Et d'abord, c'était un mot que je ne connaissais pas, parce que je me souviens de ce souvenir, j'étais vraiment petit. Il m'avait appris hippocampe. Et je vois quand je pense à ce mot, je vois ça, et je vois l'émerveillement de ce mot et de ce que ça représente, parce que ça représente quelque chose réellement. Ça représente cette fragilité, cet objet, cet animal qui ressemble à un dragon de mer. Et donc ça représente quelque chose de fort. Ben merci à toutes et tous. Merci beaucoup. On espère que vous avez passé de bonnes soirées. Et, merci. Merci Sandrine et Bernard, merci à vous. Et alors petite séance dédicace. Donc Joël dédicace, j'ajouterais juste que dimanche, vous lirez un grand entretien dans Le Parisien, une double page, je crois réalisée par Sandrine Bajos avec Joël Dicker. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi matin à 9h dans Laissez-vous tenter sur RTL, où Joël sera notre invité. Et vous apprendrez des choses parce qu'il ne vous a pas tout dit. Et oui, merci beaucoup. À tout de suite.